Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Beto. Y aller sans y aller, en être sans en être, participer mais pas bloquer. On voit bien que les Républicains, dont vous êtes vice-président, ont une attitude un petit peu ambiguë sur les opérations du 17 novembre prochain, l'opération des Gilets jaunes. Vous défilerez, vous? Notre attitude, elle est très claire. C'est on soutient le mouvement, on est en solidarité face à un mouvement qui exprime la colère des Français, un ras-le-bol fiscal face à un choc fiscal sans précédent, mais nous ne participons pas au blocage parce que la droite n'est pas là pour bloquer, elle est là tout simplement pour faire entendre la colère des Français. Alors comment ça va se passer? Oui, vous allez être là à côté des automobilistes qui, eux, bloquent? Ou vous serez ailleurs, dans des manifs? Non. Vous avez l'air quand même assez gêné par cette affaire. Non, pas du tout. C'est très simple. Souvent, ce sont des manifestations d'abord qui sont spontanées, qui sont organisées par les citoyens eux-mêmes et qui ne veulent pas de récupération politique, lesquels ils attendent tout simplement que leurs élus locaux, que leurs parlementaires soient présents. Et donc, moi-même, je serai présent à Oyonnax. Et il y a d'abord un rassemblement qui se fait à côté d'une salle polyvalente. Et ensuite, certains, s'ils le souhaitent, iront bloquer des routes. Mais c'est d'abord un point de rassemblement et nous serons présents sur ces points de rassemblement. Ce n'est pas vous qui organisez. Vous connaissez les organisateurs? Nous les connaissons, oui, un petit peu. Mais vous savez, c'est vraiment spontané ou il y a, selon vous, en sous-main, ici ou là, des récupérations ou des tentatives d'organisation, en particulier par le Rassemblement national? Je ne crois pas. Je crois que d'abord, il faut faire confiance à ce mouvement qui est un mouvement populaire, qui est un mouvement citoyen et qui est un mouvement qui exprime un ras-le-bol fiscal et qui ne veut pas de récupération politique. Et toutes celles et tous ceux qui sont dans la dénonciation politique de ce mouvement, en fait, sont aussi dans le déni par rapport à la colère des Français. Donc oui, ce sont des citoyens eux-mêmes qui s'expriment et ce sont eux qui mobilisent les Français dans la rue. Le Rassemblement national s'associe clairement, lui, à peu près clairement en tout cas, à ce mouvement. Ça vous dérange? Non, mais vous savez, ce qui dérange les Français, c'est la récupération politique. Le Rassemblement national, la France insoumise, comme les autres partis, eh bien, n'ont pas le monopole de la manifestation. Et ensuite, cette récupération politique, elle est mal vécue par les Français. Parce que les Français, eux, ils veulent exprimer simplement une colère et pas voir des pancartes ou des drapeaux du Front National. 1 400 000 tracts, c'est le nombre de tracts que vous avez fait imprimer aux Républicains. Là aussi, vous soutenez, vous essayez d'alimenter le mouvement tout de même. Oui, parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer d'ailleurs d'où vient la hausse du prix des carburants. Elle vient en partie de la hausse des taxes, elle vient aussi du cours du baril et donc du marché. Et donc nous faisons un certain nombre de propositions. Nous expliquons aussi, nous disons surtout au gouvernement, le préalable à toute chose, c'est la suppression de la hausse des taxes. Alors regardons justement vos propositions. Vous et Guillaume Pelletier, l'un de vos vice-présidents, vos camarades vice-présidents, avait proposé un chèque carburant de 100 € par mois. Ça coûte environ 15 milliards par an. Non. Pour 13 millions de Français, non? Non, parce que c'est un chèque carburant qui est financé sur le modèle du ticket restaurant et que donc c'est zéro coût à la fois pour les finances publiques et pas de taxes supplémentaires. Vous savez, à droite... il faut le financer d'une manière ou d'une autre. Vous dites que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien peut-être aux contribuables, mais ça veut dire qu'il faut trouver quelque part 15 milliards d'euros. Donc, ça ne coûte rien aux contribuables, ni hausse d'impôts, ni hausse de dépenses publiques. Ensuite, il y a une part employeur, une part employé. Et donc ça coûte à l'employeur. Oui, sauf qu'il y a un sujet quand même que les Français ont oublié, c'est qu'il y a eu la suppression de la détaxation sur le gazole non routier. Et donc nous proposons de rétablir cette détaxation qui touche aujourd'hui les PME, les employeurs, les artisans, les commerçants. Et grâce à cela, ça permettra de financer. Mais au-delà de la question du chèque carburant, ce que nous demandons en priorité et en premier, c'est la suppression de la hausse des taxes. Ça, c'est simple, c'est lisible et compréhensible par tous les Français. On a entendu parler, c'est vous et encore une fois Guillaume Pelletier, d'une taxe sur les sociétés d'autoroutes. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au moment où vous dénoncez les taxes, en proposer une nouvelle, c'est un peu étrange? Non, mais la mesure a été affinée sur la base d'un ticket restaurant. Et la proposition qui avait été portée d'ailleurs aussi par Laurent Wauquiez est une proposition qui est basée justement sur le ticket restaurant pour ne pas générer des taxes, pour ne pas générer des impôts supplémentaires. Mais vous savez pourquoi le gouvernement aujourd'hui est dans la seringue? Parce que justement, il ne maîtrise pas les dépenses et donc il est obligé d'augmenter les prélèvements. Donc nous disons simplement, la maîtrise des dépenses publiques, oui, mais ensuite on doit avoir un objectif de redistribution pour éviter ces colères sociales. On apprend ce matin que la région parisienne, à peu près 80 communes autour de Paris, et Paris bien sûr, vont interdire à partir de juillet prochain tous les diesels de plus de 20 ans. Vous soutenez ce genre de décision?
Non, parce que je ne pense pas que ce soit par des décisions unilatérales prises dans un endroit du territoire qu'on arrivera à sortir en fait soit du diesel, soit des particules, la question des particules fines. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour la droite, l'écologie aussi c'est important. Simplement, l'écologie elle ne peut pas se faire dans l'injustice sociale et dans l'injustice fiscale et sur le dos des classes moyennes. Christian Jacob, ce matin dans Le Parisien, décrit une dérive, je le cite, une dérive inquiétante des institutions. Il explique que la Commission des finances fonctionne mal, que le Parlement fonctionne mal. Enfin, il aligne toute une série de reproches au gouvernement. C'est quoi? C'est le début de la concentration d'un tir contre le gouvernement. Vous essayez d'exploiter le climat ambiant pour accentuer votre opposition? C'est surtout la dénonciation d'un pouvoir qui est auto-centré sur la personne du président de la République, où le Parlement n'a plus de poids politique, où les parlementaires eux-mêmes ne peuvent pas déposer les amendements qu'ils souhaitent, ou défendre leurs idées, leurs convictions. Des milliers d'amendements sur certains projets de loi, vous continuez à pouvoir déposer des amendements? Nous, oui. Mais la majorité elle-même aujourd'hui est brimée. La réalité, c'est quoi? C'est que le président de la République a été élu sur le dépassement des clivages droite-gauche. Et aujourd'hui, il a été enfermé dans un seul parti politique qui confisque tout et qui nuit effectivement au pouvoir du Parlement. Et donc, ce que nous proposons, eh bien, c'est de sortir de cela. Et Christian Jacob a raison de dénoncer à la fois ces failles dans un système. Pourquoi? Parce qu'un bon système politique, c'est un système dans lequel un Parlement est fort et il a un contre-pouvoir aussi à l'exécutif. On est en pleine préparation des élections européennes, dans à peu près 6 mois. Le Parti populaire européen, le PPE, qui est le parti qui rassemble entre autres les Républicains pour la France, a choisi Manfred Weber comme tête de liste et probablement sera-t-il, si le PPE arrive en tête aux élections européennes, le prochain président de la Commission, celui qui succédera à Jean-Claude Juncker. Un Allemand à la tête de la Commission, pas de Français? Écoutez, nous soutenions la candidature de Michel Barnier. Simplement, il est aujourd'hui dans la question du Brexit. Il est chargé des négociations sur le Brexit. Il est chargé de cette négociation et donc il ne peut pas aujourd'hui, je dirais, déclarer cette candidature. M. Weber est un bon candidat. C'est un candidat soutenu aussi par le PPE français parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de défendre à la fois les intérêts de la droite en Europe et surtout de comprendre qu'il faut changer l'Europe. Et je pense que M. Weber et les Allemands et les Français doivent s'unir sur cette volonté de changer l'Europe. Le symbole d'avoir un Allemand à la tête de la Commission, l'Allemagne qui est de fait le pays le plus puissant d'Europe et qui, pour certains en tout cas, lui impose ses règles, sa façon de voir, en particulier sur le plan économique et budgétaire. Ce qu'il faudra, c'est un équilibre politique. Ce qu'il faudra, c'est aussi que les Français aient accès à des responsabilités, parce que la France et l'Allemagne sont les deux pays les plus importants au niveau de l'Union européenne, et que donc il faut qu'il y ait un partage des responsabilités, un partage des rôles, et que nous devons effectivement avoir ce rééquilibrage politique-là. Est-ce que dans les mois qui viennent, si le Brexit réussit à se conclure d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous pensez que Michel Barnier doit revenir dans la course et être votre candidat? Je pense qu'il ne faut rien exclure, et notamment cette hypothèse. Donc Barnier peut être candidat pour succéder à Jean-Claude Juncker? Nous verrons à ce moment-là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce travail qui est fait sur le Brexit aujourd'hui est fondamental, très important pour les intérêts économiques en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Et je veux saluer ce travail qui est d'ailleurs salué par tout le monde. Merci beaucoup, Damien Abad. Merci.